Bienvenue à tous. Aujourd'hui, ça va être la présentation de Let's Get Functional chez Mythic. En gros, on va vous présenter notre retour d'expérience sur les tests fonctionnels que l'on a fait chez Mythic. Donc, je me présente tout d'abord. Je m'appelle Cédric Creusot. Je suis développeur Android chez Mythic depuis à peu près 3 ans maintenant. Je me présente, je m'appelle Geoffrey Tan, je suis le lead dev Android chez Mythic depuis 2 ans maintenant. Donc un petit peu d'historique, Mythic, c'est une entreprise qui a été créée en 2001. On est actif dans 15 pays maintenant, on est leader du dating en Europe. On brasse à peu près plusieurs millions d'utilisateurs mensuels de manière active. Et on est en tout 150 personnes qui sont dédiées à l'IT, dont 7 qui sont sur la plateforme Android. Donc, encore un peu plus d'historique. En 2014, c'est à l'époque où je suis arrivé, on avait un code assez monolithique qui était très difficile à tester de manière unitaire et du coup, on avait très peu de tests. Du coup, au niveau de la qualité du code, on était un peu vraiment pas bien, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a décidé, c'est qu'on avait de nouvelles ambitions pour la boîte, pour l'entreprise, pour pouvoir améliorer tout ça. C'est qu'il fallait qu'on arrête de faire des tests tout le temps manuels et on s'est lancé pour faire des tests un peu plus tout automatisés. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu qu'on réunisse tout l'ensemble des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire la QA, le produit et les techs, pour écrire les tests qui permettront plus tard de tester l'ensemble de notre application de manière très fonctionnelle. Du coup, on a adopté un outil qui s'appelle le Gherkin. Donc, je vais vous faire une petite présentation du Gherkin. Alors ça, c'est un exemple de test Gherkin qu'on a chez nous. Du coup, en gros, c'est la feature de login. Donc, je vais vous expliquer bloc par bloc à quoi ça correspond. Donc, le premier bloc, c'est le descriptif de la feature. En gros, ici, c'est juste, on explique qu'un utilisateur, il veut pouvoir se connecter à l'application. Donc on fait en sorte que ça marche. On souhaite que ça marche en tout cas. Ensuite, on a le bloc scénario. Alors ici, c'est un scénario un peu spécial puisque c'est un scénario qui va prendre des données, les données qui sont juste en dessous. Et du coup, ce qui est important dans ce scénario, c'est la syntaxe given, when et then. Le given, ça correspond à l'état initial du test qu'on veut faire. Le when, c'est l'action qu'on souhaite exécuter. Et le then, c'est le résultat qu'on veut avoir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, c'est les données qu'on veut passer en entrée à ce scénario. Globalement, ça, c'est en gros, normalement, c'est tous les acteurs de l'entreprise qui doivent écrire ce test-là, avec l'aide des techs, du produit et la QA. Globalement, on s'est dit, on est toujours en 2014, on s'est dit, on va essayer quand même. Donc, on s'est dit, on va lancer un POC sur la plateforme Android. Et on va essayer d'automatiser de bout en bout ces tests-là pour avoir la meilleure qualité possible. On a choisi un outil pour ça. On a choisi Calabash. Pourquoi Calabash? Tout d'abord, parce qu'il supporte le Gherkin. Et ensuite, il est cross-platform. On avait dans l'idée de pouvoir réutiliser ces tests écrits en Gherkin et de les mettre sur la plateforme iOS en même temps que sur Android. On va reprendre comment ça se passe dans tout ça. On va reprendre ce petit scénario en Gherkin. Je vous ai sélectionné une ligne qu'on va traduire en fait chez nous pour Calabash. Globalement, Calabash, il va pas prendre cette phrase et dire OK, bon bah je vais rentrer les données et ça va marcher. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. On a un code à écrire derrière qui s'appelle la glue. Et en Calabash, la glue, elle est écrite en Ruby. Donc ça, c'est une vieille version de Calabash Android. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas fait évoluer notre Calabash chez nous depuis un certain moment. Et du coup, c'est une très ancienne version, pardon. Et c'est pour ça que vous voyez des slips 0,5 secondes dedans pour justement faire en sorte que le test fonctionne. Donc qu'est-ce qui fait ce test? Alors globalement, vous avez une regex qui va prendre la phrase précédente et qui va prendre les données après login et password. Ensuite, on va dans un deuxième temps, on a les fonctionnalités que Calabash nous fournit,
et on va, par exemple, taper sur l'élément qu'on souhaite sélectionner, et ensuite rentrer le texte que l'on veut. Et globalement, Calabash, de manière schématisée, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre les fichiers Gherkin, il va lire les scénarios, il va regarder s'il y a la glue correspondante en Ruby, et il va exécuter tout ça sur notre application. Et nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est dit, OK, on va prendre ça, et on va essayer de rajouter encore une étape, c'est de la mettre sur Jenkins, notre machine de build. Du coup, on a écrit plusieurs autres scénarios, et on l'a rajouté sur les daily builds. Mais bon, globalement, c'était cool, on s'est dit, bon, on est allé au maximum que l'on pouvait, mais on avait quand même certains inconvénients sur cette techno. La première, tout d'abord, c'est parce que c'est du Ruby, et les développeurs Android ne connaissaient pas forcément tous le Ruby, et on n'avait pas forcément envie de l'apprendre. Ensuite, on n'avait pas de code coverage, ce qui était quand même assez embêtant, parce qu'on aime quand même avoir le code coverage de notre application, savoir où on en est avec ce genre de test. Et on avait aussi des outils assez lents en termes d'évolution. Calabash Android, ils en sont à l'heure actuelle à la version 0.5. Quand moi j'ai fait mes premiers tests, je crois que c'était encore en 0.4. Ensuite, on avait une documentation assez mince, en tout cas sur la partie Android, parce que c'était un outil qui était principalement développé sur iOS. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est que notre souhait de mutualiser un peu tout ça, ça n'a pas fonctionné, vu qu'à iOS, ils ont choisi la solution d'Apple. Oui. Alors, pour l'ensemble de ces raisons, les tests fonctionnels avec Calabash n'a pas très bien pris chez Mythic. On s'est tourné vers une deuxième solution qui a été le couple Concomber-Expresso. Alors, pourquoi ce couple? Tout simplement parce que déjà, de 1, Concomber permet de reprendre la partie Gherkin. Comme l'a expliqué Cédric, en fait, le Gherkin, c'était une contrainte qu'on avait au sein de l'entreprise, vraiment une volonté à pousser, à avoir tous les acteurs pour écrire ces tests-là. Donc, d'entrée de jeu, on s'est dit Concomber pour le Gherkin. Ensuite, Expresso, c'est pour la glue en Java. Comme l'a expliqué Cédric, sur Calabash, on avait la glue en Ruby. C'était pas forcément ce qui a été le plus simple au monde. Là, aujourd'hui, on l'a en Java. Et franchement, c'est cool, quoi. Depuis Android Studio, on peut lancer les tests, pas de problème. On peut même accéder aux ressources de l'application. Donc, vraiment, gros pouce, quoi. Je like. Dernier point, surtout, qu'on n'avait pas sur Calabash, c'était le pourcentage de code coverage. Maintenant, avec Expresso, grâce surtout à Expresso, on peut savoir nos tests fonctionnels couvrent combien de pourcents sur notre code. Voici un exemple de la glue qu'on avait sur Calabash, au-dessus, exactement la même que Cédric avait repris, et en dessous, on a l'équivalent de la glue en Expresso. Alors, pour le coup, on se base sur des annotations pour faire la règle de pattern matching entre les regex, pour qu'ils trouvent exactement la bonne fonction Java à exécuter. Et en dessous, c'est juste du code Expresso. Alors, pour le coup, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est assez straightforward. Donc, voilà. Schématiquement, pour résumer, c'était ce qu'on avait sur Calabash. En passant sur la nouvelle stack technique, on a juste à switcher ce qu'on avait au milieu. Donc, parfait, quoi. On s'est dit, le coût est assez minime, on y va. Let's go. Donc, comme je le disais, sur le papier, solution idéale, tout ce qu'on a reste à faire, c'est, allez les gars, on y va, on se lance, on fait décoller la fusée, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on commence à faire? On se dit, on va commencer à tester plus de use cases dans l'application. Cédric vous a montré le use case du login. On a décidé, par exemple, de rajouter des use cases sur les interactions. Sur l'application Mythic, ce qu'on appelle interaction, c'est tout ce qui est envoi de messages, mettre en favori, envoyer des clins d'œil, et quelque chose en dernier, je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'était tester les interactions. Pour ça, on s'est basé sur une solution de Square, qui est le mock web server, pour pouvoir moquer ces appels vers les backends. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mythic, c'est une application qui est très très connectée. Donc, afin de pouvoir faire ces tests dans les meilleures conditions et sans l'aide du développeur back, on a décidé d'embarquer un serveur mock. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, au sein de Mythic, on a 8 scénarios de tests fonctionnels sur l'application Android qui couvrent 22 use cases. Et rien qu'avec ça, on obtient déjà 13% de code coverage sur l'ensemble de l'application. Alors, de mémoire, l'application contient à peu près genre 70 000 lignes de code, quoi. C'est quand même 13%, c'est pas rien, quoi. Et tout ça pour seulement 1500 lignes de code.
Sur la chaîne d'intégration continue, on a essayé de pousser la chose plus loin que sur Calabash. Sur Calabash, on avait juste une intégration sur Jenkins, sur un daily build. On a repris la même chose pour la nouvelle stack Cucumber Expresso. On a un daily build qui fait tourner les tests Cucumber Expresso. En plus de ça, on l'a intégré sur nos merge requests. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, lorsque le développeur crée une nouvelle branche, fait son code, le pousse, derrière, on va faire tourner les tests fonctionnels. D'accord? Et enfin, on va regrouper l'ensemble de ces résultats sur Sonar pour pouvoir avoir un suivi temporel de notre évolution du code coverage. Alors, il va sans dire qu'en fait, on a eu aussi quelques douleurs avec Cucumber Expresso. C'était idéal sur le papier, mais lorsqu'on rentre dans les faits, souvent, c'est moins idéal. Le premier problème qu'on a eu, ça a été avec l'émulateur. On a eu souvent des pertes de connexion avec l'émulateur, ce qui faisait que nos merge requests ne fonctionnaient pas. Pour le coup, la solution était assez simple. Il fallait aller sur la machine, relancer le simulateur, relancer les tests. Mais bon, lorsque ça arrive 2 fois dans la journée, ça commence à faire chier un peu, quoi. Second point qu'on avait avec le simulateur, c'était les différences d'API. On faisait tourner des tests sur des simulateurs 4.4, puis on est passé vers la version 5, voire 6, pour des raisons de comportement bizarres dans le simulateur. Second point, lorsque les tests ne fonctionnaient pas, on avait souvent une stack trace qui était peu explicite. Elle tenait en limite en 5-6 lignes, ce qui faisait qu'on devait souvent check-outer la branche, lancer les tests fonctionnels à la main sur nos postes et regarder ce qui ne se passait pas. Donc ça demande quand même une opération manuelle qui peut être coûteuse, quoi. Troisième point, les tests qu'on avait mis en place n'étaient pas forcément ultra safe, dans le sens on devait souvent retoucher au test. Je prends le test du login dont on parlait tout à l'heure. Le test consiste à taper son identifiant, email, password, se connecter et arriver sur la home de l'application. Ce test, il échouait souvent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on développait des nouvelles features, sur la home de l'application, on décidait de rajouter des pop-up promotionnels. Donc forcément, dans le framework, on n'atterrit pas sur la home, mais en fait sur une pop-up promotionnelle. Donc ce test-là, il fallait à chaque fois, à la limite, qu'on rajoutait des nouvelles features. C'était pas très cool. En plus de ça, on avait un serveur de mock embarqué, ce qui voulait dire que lorsqu'on rajoutait des nouvelles routes dans l'application, lorsqu'on appelait des nouvelles API, il fallait aussi du coup moquer ces routes-là dans le serveur de mock. Auquel cas, on avait des comportements d'erreurs, de use case d'erreurs qu'on ne couvrait pas. Pour toutes ces raisons, ça nous a pas mal ralenti dans notre process de développement, parce qu'il fallait maintenir les tests fonctionnels, entre autres. Alors, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on a un bilan assez mitigé sur les tests fonctionnels. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué pour les raisons précédentes, ça nous ralentit dans notre chaîne de développement. C'est pour ça qu'on ne les a pas rendus obligatoires. Tout simplement pour ça. Les manières, ça requiert un gros effort. Et surtout, le besoin initial de Mythic, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des acteurs autour de l'écriture de ce test, ne s'est pas encore fait. Tout simplement parce que, pour l'instant, le Gherkin, c'est écrit par les développeurs. Ce qu'on va tenter demain. Aujourd'hui, on a testé 2 solutions, Calabash, puis la solution Cucumber plus Expresso. On a décidé de partir sur le futur de Cucumber avec Expresso, tout simplement parce que ça fit le job, quoi. Et en plus, c'est en Java. Donc, on sait déjà qu'on aura les outils nécessaires pour la suite. La question qu'on se pose maintenant, c'est plus dans un ordre organisationnel. C'est-à-dire, quel use case faut-il tester? Est-ce qu'il faut vraiment tester l'ensemble de l'application avec des tests fonctionnels? Est-ce que ça a un sens? Pour l'exemple du login, réécrire le test à chaque fois du login, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, en sachant que lorsqu'on développe, nous, et lorsque notre product owner teste la feature, il passe forcément par une phase de login. Donc, en fait, le login, on le teste 10 fois par jour, en fait. D'accord? Troisième point, pour répondre aux besoins initiaux de Mythic, il faut réussir à trouver un moyen de rassembler l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on a commencé à mettre un process avec la QA pour y voir avec eux comment écrire le Gherkin. Dans un second temps, il faudra trouver un moyen d'intégrer le produit avec nous. Voilà. Alors, petit bonus, on a 2 projets samples sur GitHub qui vous montrent comment on fait pour intégrer Calabash et le second, Cucumber plus Expresso. Dans ces tests-là, vous pourrez trouver un exemple simple de login, comme ce qu'on a montré tout à l'heure, et un scénario de liste de détails. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. Bonjour. Si vous êtes passé à Cucumber et Espresso, c'est que vous avez abandonné de mutualiser les tests avec Android et iOS.
Oui, tout à fait, parce que principalement, c'est surtout iOS qui sont partis sur leur propre solution. En fait, ils ne faisaient pas du tout confiance à ce que faisait Calabash. Donc, on s'est retrouvé dans un état où nous, on faisait du Calabash, et eux faisaient leur solution. Et faire que du Calabash sur Android, comme on l'avait dit, c'était en Ruby. C'était quand même un peu embêtant. On ne pouvait pas avoir de code coverage. Donc, on a choisi de faire Cucumber plus Expresso. Principalement ça. Merci. Oui. Bonjour. Bon, ça vous coûte beaucoup, évidemment, de faire des tests unitaires, tout le monde le sait, mais est-ce qu'à un moment donné, vous voyez des améliorations du code que vous faites mieux, des choses que vous auriez peut-être pas pu voir si vous n'aviez pas fait les tests fonctionnels, et est-ce qu'au final, vous pouvez essayer de vendre le fait que ces tests vous font gagner du temps? Alors, on va prendre l'exemple des interactions. Les interactions, en fait, c'est quelque chose que c'est un use case qui est très courant. Typiquement, pour l'utilisateur, lorsqu'il veut envoyer un flash ou un favori, il faut qu'il se connecte sur l'application, il arrive sur la home page. Ensuite, il va dans le profil de quelqu'un et il appuie sur le bouton favori ou envoyer un flash. Okay, c'est un use case qui est possible. Les interactions, c'est quelque chose qu'on teste de manière, on va dire, non régressive, mais pas forcément de manière systématique. Parce que derrière, on a aussi du tracking qui est dessus. Et en fait, nos tests fonctionnels ont été là pour renforcer nos tests sur les interactions. Donc effectivement, les tests fonctionnels qu'on a mis sur les interactions nous ont apporté des choses, mais par exemple, le test fonctionnel nous a quand même pas mal ralenti, mine de rien. Je ne sais pas si ça répond à ta question pour le coup. Une question, du coup, vous aviez 15% indiqué de code coverage. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Vous avez augmenté ou alors vous êtes redescendu? Et ensuite, deuxième question, j'enchaîne, je suis désolé. Par rapport à ce KPI, ce pourcentage, est-ce que vous avez vraiment ressenti, ou vos clients du coup ont vraiment ressenti, par client j'entends le PO, une amélioration dans les livrables? Alors, il faut croire qu'on a de la chance, on a un PO qui comprend très bien les contraintes techniques. Donc le PO, lorsqu'on lui dit on fait des tests fonctionnels, il fait « allez-y les gars ». D'accord. Alors, toutefois, quelquefois, encore une fois, il y a quand même un souci de vélocité, de production. Donc allez-y, mais quand même, passez pas toute l'itération dessus, quoi. Donc c'est quand même un compromis dessus, mine de rien. Et si tu veux, de manière générale, comme les tests d'interaction, c'est un peu en background, c'est pas le truc que tu vois tout de suite, forcément tout de suite. Le PO ne sait pas forcément que ce bloc-là est vraiment bien solidifié, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Même si c'est global, il n'y a pas eu une impression d'amélioration ou c'est vraiment passé inaperçu? Moi, personnellement, je l'ai senti, parce qu'en fait, auparavant, auparavant, je pense que c'était dans les eaux de 2014-2015, lorsque les interactions pétaient, c'était un peu la sonnette d'alarme au sein de Mythic. Les gars, il faut regarder tout de suite. Depuis qu'on a mis les tests, on n'a plus ce genre de problème. Donc, je dirais oui, je l'ai senti, moi. Après, voilà. Merci. Ça serait pour savoir, est-ce que vous avez forqué Cucumber? Donc ça c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous ne vous retrouvez pas souvent avec des tests où on se retrouve avec une vingtaine de lignes de given pour mettre l'application dans le scénario initial? Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas forqué Cucumber. Il y a une version de Cucumber Android qui existe, qui est libre. Mais elle n'est pas mise à jour depuis genre 2 ans. C'est pas un problème en fait. On s'en sort plutôt bien avec. Et pour l'état initial, comme tu dis, on a l'avantage, c'est qu'on peut définir comme un test normal un before qui va permettre justement avant d'exécuter les tests, par exemple du login, on peut rajouter un petit tag au-dessus du test, tout en haut, dans le gherkin, qui s'appelle @login. Et en fait, on peut définir un before dans le code Java, un before @login, qui va être pris en compte, et tu vas avoir tout l'état initial que tu souhaites avoir pour tout ce qui correspond au login. Donc, de manière générale, on n'aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, une question aussi. Ouais. Est-ce que vous avez pensé aussi à séparer les tests
unitaire, donc avec le mock web server de Square, avec des tests plus de end-to-end non-régression, donc contre vos propres serveurs pour voir les vrais résultats, entre guillemets. J'ai pas très bien compris la question, toi. Non, c'est juste. Je vais y répondre du coup. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que en fait, ce qu'on a à l'heure actuelle sur l'application, c'est qu'on a les tests unitaires d'un côté et les tests fonctionnels de l'autre. Les tests fonctionnels de l'autre, on fait du end-to-end sur une partie, et sur les tests unitaires, les vrais tests unitaires qu'on a dans notre application, là, on n'a pas de mock du tout de web server, on utilise autre chose. Et du coup, on a une autre conférence qui parle de ce qu'on fait par rapport à notre archi pour pouvoir faire nos tests unitaires et tout ça. Donc, je vous conseille d'y aller. Et là, sur le coup, c'est deux choses qui sont bien séparées. Non, mais je parlais bien de tests fonctionnels, du coup. Dans les tests fonctionnels, donc vous utilisez Square, la librairie, pour moquer les données. Mais on peut aussi faire des tests fonctionnels donc pour tester si l'app marche en production, par exemple, voir les vrais résultats. Oui, tout à fait. Alors, pour le login, c'est sur la prod. On fait des tests sur la prod. Juste pour le login, c'est que sur la prod. Mais de manière générale, certaines parties sensibles, quand on voulait vraiment s'assurer que ça fonctionne, on passait via le serveur de mock. Mais de manière générale, on teste sur la prod. Ok, merci. Je veux revenir sur ce que vous avez dit, que vous avez abandonné, pas abandonné, vous avez limité, vous n'avez plus rendu obligatoire les tests fonctionnels parce que ça ralentissait le processus. Mais du coup, comment vous faites alors? Vous avez recommencé avec les tests manuels ou vous avez dit ça ne vaut pas la peine de tester, on a les tests d'interaction. Comment vous allez gérer cette partie-là, en fait, finalement, de l'application qui n'est pas testée? Parce que les tests fonctionnels, ça reste quand même un truc important. Alors, en fait, comme l'expliquait Cédric, en fait, au sein de Mythic, historiquement, on avait une politique de tout tester manuellement, en fait. Donc, on faisait, avant les tests fonctionnels, on testait tout de manière manuelle. Aujourd'hui, on a commencé à faire des tests fonctionnels, donc ces parties-là qu'on faisait en tests fonctionnels, on ne les testait plus de manière manuelle. Ces tests fonctionnels tournent toujours sur un daily build à part. Donc ça ne nous change pas du fait de tester encore manuellement les choses, en fait. Est-ce que ça répond à ta question pour le coup? Oui, ça répond, mais du coup, ça veut dire que c'est... Du moins, le test fonctionnel est juste là, alors comme ça, puisque de toute façon... Oui, en fait, on a écrit des tests fonctionnels, on a testé les outils, ça fonctionne. Le frein qu'on a eu, ça a été dans l'organisation, au sein de Mythic, comment faire pour pousser mieux les tests fonctionnels. Tant qu'on n'a pas cette politique et que le PO sache que ça va nous coûter de faire ces tests fonctionnels, on met le truc en stand-by. Par exemple, là, actuellement, comme je le disais, on a repris un process avec la QA pour qu'on commence à écrire le Gherkins avec eux. Typiquement, on est dans les premiers pas. On va voir comment évolue la chose et comment faire évoluer les choses derrière. Ok, merci. Je crois qu'on a une dernière question, après on va s'arrêter. Voilà. Donc, vous avez évoqué un product owner, donc j'imagine que vous fonctionnez avec un process Scrum. Ma question, en fait, c'est comment envisagez-vous de dédier un développeur au test quand sur Scrum, d'habitude, c'est l'équipe de développement qui est multifonctionnelle et c'est bien, en fait, de favoriser la participation de toute l'équipe de dev à l'écriture des tests. Tout à fait. Alors, on a ce qu'on appelle au sein de l'équipe quelqu'un qui s'appelle un Dungeon Keeper. Le Dungeon Keeper, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous les bugs qui vont rentrer durant l'itération. C'est un rôle volant, en fait. Sur cette itération-là, c'est Cédric. La prochaine itération, c'est moi. La troisième itération, c'est quelqu'un d'autre. Une piste, ça serait de faire ça pour les tests fonctionnels. Mais encore une fois, ça reste une piste. On n'a encore pas de choses concrètes. Mais effectivement, c'est un rôle qui doit tourner. Il ne faut pas que la connaissance reste sur un seul développeur. Merci. Merci.